Hors de ce cadre, effectivement un petit peu général, maintenant on va rentrer dans les aspects plus opérationnels. Et donc j'invite à monter sur l'estrade de la table ronde Didier Jacolin, Aurélie Poinard, Carole Pruvot, Claire Talowski, Hermine Mézel. Je vous en prie. Donc, c'est Emmanuel Chifflot du département de l'Isère qui va assurer la modération sur cette notion d'habitat participatif. Emmanuel, tu veux un... Ah, bah, parfait. Alors, attends, on va... C'est trop loin là? Là, ça marche? Ah oui. Ah, il faut que je tienne comme ça. Super. Bon, bonjour ou rebonjour. Bienvenue sur cette dernière table ronde consacrée aux nouvelles formes de l'habitat sur les territoires, qui fait le lien direct avec les notions d'habitat inclusif, mais pas seulement, puisque nous allons parler d'habitat participatif, adapté, spécifique. On va voir qu'il y a différents termes. Et peut-être que le point commun de tout ça, c'est l'innovation sociale sur les territoires. On va voir. Alors, on va commencer par notre tour de table, par une présentation de tous les intervenants. Eh bien, Monsieur Jacolin, si vous voulez bien vous présenter. Donc, vous êtes conseiller municipal. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Ce matin, le masque a été enlevé, donc c'est comme vous le souhaitez. Donc, bonjour, je suis Didier Jacolin, je suis conseiller municipal en charge d'un projet adapté pour seniors à la commune de Saint-Blaise-du-Buis, dans le cœur vert du pays Waronnais. C'est une petite commune de 1100 habitants avec une population plutôt vieillissante. Notre bassin d'attraction est composé de petites communes, puisqu'on a autour de chez nous des communes de 2000 à 3000 habitants. Donc, si je compte pas Rive qui fait 6000, on est à 10 500 sur le bassin, et avec Rive, on se retrouve à 17 000. Donc 17 000, on va dire, coincés entre les grosses agglomérations du Waronnais qui sont Waron, Moirans, Tulin, Renage et un peu Chirin. Je prends Chirin parce que Chirin, il a déjà aussi des établissements adaptés. Donc, sinon, toutes les communes de notre bassin, que ce soit Saint-Blaise-du-Buis, La Murette, Réaumont, Saint-Cassien, Charnec, Aprieux, n'ont pas d'équipement actuellement. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. Très bien, je vous remercie. Carole Pruvot, oui, si vous vouliez bien. Merci bien. Vous êtes directrice habitat spécifique chez Alpes-Isère Habitat, ex-OPAC 38 pour les Isérois, et puis membre également d'Apsis. C'est ça, tout à fait. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Carole Pruvot, directrice de l'habitat spécifique pour Alpes-Isère Habitat. Donc Alpes-Isère Habitat, c'est l'office HLM du département. Nous intervenons essentiellement sur toute la région Rhône-Alpes, avec une implantation essentiellement sur l'Isère, le Rhône et puis depuis quelque temps dans l'Ain. APSIS, c'est l'association des bailleurs sociaux de l'Isère. Donc, cette association regroupe actuellement 10 bailleurs sociaux du département qui représentent un patrimoine locatif de 80 000 logements. Pourquoi cette association APSIS? En fait, nous travaillons à la construction d'une parole collective interbailleurs dans un esprit de partenariat et de dialogue avec les collectivités locales, et nous travaillons aussi sur un partage d'expériences, notamment sur l'habitat spécifique. Pour Alpes-Isère Habitat, en quelques mots, donc c'est 30 000 logements répartis sur quelques 279 communes, 7 directions territoriales réparties sur le patrimoine de l'Isère, avec 600 salariés, dont 60% qui sont en proximité, donc au plus près des locataires. En ce qui concerne l'habitat spécifique, donc, nous avons créé une direction dédiée à cette thématique il y a 5 ans, avec pour objectif à la fois de travailler sur l'adaptation des logements du parc locatif que nous avons, et donc à la fois travailler sur l'accessibilité des parties communes, mais aussi sur tous les aménagements possibles que l'on peut créer dans nos logements, à la fois en termes d'adaptation au handicap, au vieillissement, l'intégration de domotique aussi, voilà, de s'adapter un petit peu aux nouveaux usages. Et puis sur les projets de construction, là aussi, l'ambition de travailler sur des projets à la fois intergénérationnels, des projets alors qu'on peut qualifier d'habitat inclusif, bien que nous en sommes
un peu au démarrage de ce type de projet. Mais en tout cas, tout type de projet qui correspond à une demande de la part des habitants et des collectivités locales sur comment on peut travailler sur le bien-être et aussi la diversification des produits. Voilà. Merci. Micro. Hermine Mézel. Oui, bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Dauphiné-Savoie pour Bouygues Immobilier. Oui, tout à fait. Bouygues Immobilier, donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un promoteur immobilier. Donc, notre métier, c'est de concevoir et de vendre des logements, de les fabriquer aussi, d'ailleurs. Et on réalise sur le territoire de Dauphiné-Savoie, dont j'ai la responsabilité, plusieurs résidences seniors en ce moment. Et on a à l'étude un projet d'habitat inclusif. En tout cas, j'espère qu'il va rentrer dans les critères, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas loin. À destination de personnes porteuses de handicap moteur. Voilà. Et si, pardon, on travaille avec Carole sur un projet qu'on a remporté il y a quelques mois. Voilà, à Crolles, dont on vous dira quelques mots parce que ça peut vous éclairer. Merci. Aurélie Poinard, chargée de projet cellule logement conseil départemental de l'Isère. Voilà, chargée de projet habitat au service logement du département et en charge de la coordination de la cellule conseil logement. Donc une cellule qui a 4 ans maintenant, qui permet de croiser les approches sociales et territoriales du vieillissement en Isère. Donc sa particularité, c'est de mêler des compétences métiers logement et des compétences métiers autonomie. Et sa vocation, c'est d'accompagner les collectivités iséroises qui conduisent des réflexions sur le vieillissement et ou des projets plus concrets d'habitat adapté pour les personnes âgées. Donc, en fait, c'est vraiment conçu comme un outil d'aide à la décision à disposition des élus isérois. Claire Talowski pour AG2R La Mondiale, Action sociale. Bonjour, donc Claire Talowski, donc responsable service social à AG2R La Mondiale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pourquoi AG2R La Mondiale est sur une table ronde, une nouvelle forme d'habitat dans les territoires? Alors, le groupe, au-delà d'une activité assurantielle, gère la retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé. Notre fédération, la GERCARCO, au-delà de nous confier cet encaissement et décaissement des cotisations obligatoires des salariés et des employeurs, nous confie un fonds d'action sociale. Sur ce fonds d'action sociale, on a différentes orientations, dont une est l'accompagnement du grand âge en perte d'autonomie. Aujourd'hui, pendant très longtemps, les institutions de retraite complémentaires fédérées à la GERCARCO ont une politique d'investissement forte en EHPAD sur le parc médico-social. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que déjà, on va moins créer d'EHPAD, l'ARS va vers moins d'appels à projets et que l'EHPAD va concerner qu'une partie mineure finalement de la population âgée et très âgée. Donc, d'où la nécessité de travailler sur d'autres formes d'habitat. Et donc là, notre stratégie là, actuellement, est de pouvoir d'être un peu en veille sur des formes alternatives d'habitat entre le tout EHPAD et le tout domicile. Et aussi parce qu'on a une évolution démographique qui fait que les jeunes retraités aujourd'hui n'ont pas les mêmes projets d'habitat, ils se projettent différemment que les retraités d'il y a 10 ou 15 ans, parce que souvent eux-mêmes ont accompagné leurs parents ou beaux-parents en situation de perte d'autonomie, dans des pavillons, en zone périurbaine, éloignés de tout, alors qu'il était finalement un peu le Graal il y a quelques années, mais qui est re-questionné aujourd'hui. Donc, d'où en tout cas notre recherche d'être à l'écoute de solutions alternatives sur la question de l'habitat. Bien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jacolin, alors voilà, il faut que le micro revienne. Sinon, il y a un autre micro, si vous voulez, pour éviter de le faire circuler. Ouais, merci. Monsieur Jacolin, puisque votre commune a un projet d'habitat adapté, justement, pouvez-vous nous en dire plus, nous présenter de quelle façon il a émergé, en quoi il consiste et où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, tout à fait, c'est un projet de petite taille, puisqu'on s'oriente vers 12 à 15 résidents maximum. Il est associé à un projet de vie sociale. C'est un habitat partagé et inclusif que l'on voudrait faire aussi, avec des temps de vie partagés dans des espaces communs. Donc, ça rentre un peu dans le cadre de ce qu'on a vu tout à l'heure. L'émergence de ce projet est venue d'une réflexion qui est partie d'une réserve foncière communale de 3000 m² qu'on a à l'entrée du centre du village. C'est parti aussi des besoins recensés d'une partie de la population. On a actuellement une enquête qui est à 50%
de son avancement par sondage et questionnaire auprès des tranches d'âge concernées, afin de cerner les besoins de services et les volontés de vie commune que peut avoir notre population. Et puis, on va tâcher de privilégier le participatif une fois qu'on aura fini ce sondage. Voilà, le montage partenarial, aujourd'hui, écoutez, on avance petit à petit, pas à pas, on s'est renseigné, on démarche, on sonde. On a pris le temps de faire le tour de l'ensemble des schémas de projet afin de nous conforter sur un choix final de gestion. On a rencontré des privés type AGV, la MSA, des gestions directes en autonomie aussi pour certains. Donc, on essaye de faire un peu le tour de ce qui existe en rencontrant ces divers organismes ou collectivités qui ont déjà donc mis en place ce type de projet d'habitat adapté. On travaille bien sûr depuis le début de notre réflexion en partenariat avec la cellule Conseil Logement du département, avec Mme Poinard. Et puis, donc, on a commencé aussi avec le CAUE, le Conseil d'architecture, urbanisme, environnement, là, pour les collectivités. Et puis, donc, tout ça pour aller vers une maîtrise le plus globale de ce projet. Et une implication du CCAS aussi important, hein, je crois, sur votre commune pour aborder les habitants. Alors, aujourd'hui, c'est le CCAS qui est en charge de monter de suivre le questionnaire et le sondage au niveau des habitants, puisqu'on a décidé de ne pas envoyer ce questionnaire, mais d'aller vers eux, de le faire avec eux, de manière à ce qu'on ait un retour rapide et le plus efficace possible. Voilà, donc on a décidé d'aller avec le CCAS, chaque personne du CCAS a plusieurs personnes à visiter, de manière à remplir le questionnaire avec eux, pour être sûr qu'ils soient compris, et puis pour essayer aussi de noter en même temps toutes les idées qu'il peut y avoir en parallèle de ce questionnaire, même si on a essayé de le bâtir le mieux possible. Voilà. Aujourd'hui, notre montage le montage final de la gestion du dossier n'est pas encore arrêté, puisqu'on a passé un peu en revue toutes les diverses façons de gérer. Mais nous savons déjà que nous allons aller vers un montage où nous serons propriétaires, puisqu'on a déjà le terrain et on a envie d'être maître d'ouvrage de cette opération. Alors, bien sûr, en appui plus ou moins important avec les assistances maîtres d'ouvrage ou maîtrises d'œuvre ou promoteur général ou partiel, peu importe. D'ailleurs, un modèle dans ce genre-là, avec une maîtrise d'ouvrage complète, nous avait été présenté par Mme Poinard là, sur la commune d'Aoste, et on a rencontré déjà les élus locaux là, pour essayer de justement de prendre un peu leur vécu, puisqu'eux, ils en sont au stade de bientôt la fin de la construction. Bien. Voilà. Après, au niveau de l'orientation de notre future gestion communale, comme vous avez parlé tout à l'heure du CCAS, donc en fait, on voit ça de deux façons. Donc la gestion immobilière par le biais de notre budget communal, en créant un budget annexe qu'on va forcément équilibrer avant de démarrer, et en amortissant le plus longtemps possible les investissements, bien sûr. Et puis, la deuxième partie, ça va être la gestion sociale et l'animation que l'on souhaite faire porter par le CCAS en créant, s'il faut, aussi un budget annexe à notre CCAS. Voilà, on va chercher l'autonomie. Très bien. Merci. Aurélie Poinard. Alors, ce micro, peut-être, ce sera plus fine. Merci. Donc, quel est l'apport de la cellule logement, justement, pour accompagner les communes? Je crois que vous en avez accompagné presque une centaine en réalisant des diagnostics. Donc, en quoi consistent vos diagnostics et quels sont vos constats, les points de vigilance que vous pouvez nous faire remonter par rapport à tout ce que vous avez pu faire? Alors oui, effectivement, ça c'est un préalable systématiquement quand on nous sollicite, on travaille une analyse de besoin ou un diagnostic. Et le retour d'expérience qu'on peut amener aujourd'hui, c'est qu'en fait, il nous semble important, on a deux principes méthodologiques qui sont très importants et qu'on travaille systématiquement. C'est un peu bête quand on le dit, mais c'est pas encore forcément complètement intégré, mais c'est de ne pas être sur la seule entrée démographique dans les
diagnostic, pardon, c'est-à-dire ne pas regarder seulement les effectifs âgés dans la population et comment ils évoluent, donc le phénomène de gérontocroissance par exemple. Ce diagnostic, il doit être multithématique. Nous, on a une grosse entrée aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'on replace tout ça dans un contexte plus large d'offres gérontologiques, d'offres médicales, d'offres de services, de commerce, etc. Et on fait dialoguer ensuite toutes ces thématiques pour vraiment poser un diagnostic exhaustif. Et notamment en ce qui concerne l'habitat inclusif, il nous semble que la question des effectifs, elle est moins déterminante que sur d'autres projets du type résidence autonomie ou résidence service privé, où là, effectivement, sur l'habitat inclusif, les effectifs, comme on est sur des projets de petite envergure, les effectifs pèsent moins dans la décision parce qu'il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte. L'autre élément, d'un point de vue méthodologique, c'est aussi de ne pas avoir une seule échelle d'analyse, celle de la commune. Parce que le projet prend place sur une commune qui elle-même fonctionne dans un bassin de vie qui est dans une échelle d'aménagement plus vaste qui est celle de l'intercommunalité, et tout ça au sein d'un département. Et en fait, c'est bien le croisement de ces différentes échelles qui nous donne la vraie dynamique de vieillissement et les différentes approches qu'on peut avoir pour éviter que le projet soit hors sol, complètement déconnecté des besoins, et pour aussi s'affranchir des phénomènes de concurrence entre les projets. Parce que quand on regarde qu'à l'échelle de la commune, on peut avoir d'autres projets sur les communes voisines qui se développent. Et c'est là où ensuite, il faut travailler la complémentarité des projets pour pas qu'arrive une offre du même type au même moment sur le territoire et que les structures se remplissent pas, etc. En termes de vigilance, j'en pointerai deux. On constate, nous, souvent, avec notre accompagnement qu'on réalise au sein des communes, un décalage entre vieillissement perçu ou ressenti et le vieillissement réel et en cours sur la commune. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir sur certaines communes un jugement un peu biaisé parce qu'on a 2-3 personnes qui commencent à être en difficulté dans leur logement, qui viennent toquer à la porte de la mairie en se disant, et puis la mairie qui se dit... c'est un peu caricatural, mais il y a un fond de vérité. Et ben on va travailler un projet pour nos aînés parce qu'il y a des besoins. Et quand on arrive avec un diagnostic chiffré et objectif et qu'on voit que la dynamique est peut-être pas tout à fait comme ça ou que le vieillissement il est plutôt sur cette cible et pas une autre, ça permet de reposer les choses concrètement. On a aussi un point de vigilance sur les produits un peu clés en main qui sont très séduisants sur le papier souvent, mais qui sont faciles à mettre en œuvre aussi pour une commune parce que finalement, elle n'a pas besoin de s'y investir. C'est vrai que l'exemple de Saint-Blaise-du-Buis est totalement à l'opposé parce qu'on a une commune très volontaire dans la mise en œuvre de son projet, mais où, si on revient sur le champ de l'habitat inclusif, on est sur des choses plus fines, plus à la carte, à travailler de manière sur mesure quelque part et qui colle vraiment aux besoins des communes. Et c'est peut-être plus vrai sur des communes de taille plus réduite en milieu rural, etc. Alors on avait en termes de recommandations aussi quelque chose de peut-être un peu simpliste, mais vrai tout de même, c'est de travailler la question du vieillissement le plus en amont possible, même sur des communes qui sont jeunes aujourd'hui, qui ne sont pas forcément dans des dynamiques de vieillissement très élevées. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une stratégie à 5, 10, 15 ans, 20 ans, et ce qui évite ensuite les logiques d'opportunité qui peuvent se présenter et qui ne sont peut-être pas forcément en adéquation avec les besoins du moment. Et dernière chose, dernier élément, c'est... Alors, au-delà du diagnostic purement statistique, nous, on a un message très fort qu'on fait passer dans le cadre de ces réunions, et l'exemple de Saint-Blaise-du-Buis aussi et parlons de ce point de vue-là, c'est l'implication des habitants dans ce type de projet le plus en amont possible. C'est-à-dire, bon, là, on parle beaucoup d'habitat inclusif aujourd'hui, mais c'est valable pour tous les projets d'habitat adapté, qui soient inclusifs
ou non. C'est-à-dire utiliser tous les outils à disposition de la commune, que ce soit des entretiens via le CCS, comme l'a dit Monsieur Jacolin, mais aussi des réunions publiques, des ateliers pédagogiques, s'appuyer sur un café des aidants s'il y en a un sur la commune. Enfin, il y a tout un tas d'outils et de lieux pour le faire, parce qu'on sait que la mobilité résidentielle des ménages, elle est très faible, des personnes âgées est très faible, et que la projection sur un déménagement, un changement de logement, il faut un peu de temps pour se projeter, etc. Donc du coup, plus on parle en amont d'un projet, plus les personnes âgées de la commune peuvent se dire tiens, ça peut peut-être m'intéresser, mais du coup, il faut cheminer avant de passer à l'acte. Voilà. Alors, des questions pour Claire Talowski. Justement, c'est par rapport à ces collectifs d'habitants, à ces dynamiques qu'il faut comment dirais-je, soutenir. Je crois que vous avez une expérience au niveau d'AG2R. Enfin, quel est votre rôle, vous, sur ces projets d'habitat, justement, participatifs? Alors, on a quand même peu de recul aujourd'hui sur les notions d'habitat participatif, inclusif, particulièrement sur des publics âgés. Alors aujourd'hui, on apprend en marchant, parce qu'on travaille aujourd'hui, c'est le sujet aussi de l'intervention prochaine, sur un appel à projet, en tout cas sur le département d'Isère, sur un projet d'habitat participatif avec une focale senior. Alors, pour nous, en tout cas, cette notion d'habitat participatif ou inclusif, en fonction du cahier des charges qu'on lui définit, pour lui, il y a un vrai enjeu en termes de vieillissement. Il y a un enjeu déjà sur renforcement de la capacité d'agir, en tout cas des publics âgés. La question aussi de pouvoir réfléchir des projets où il y a vraiment, on anticipe la question d'insérer en fait ce projet d'habitat dans la cité. Il y a des enjeux en termes de prévention, comment on travaille aussi, on cible la prévention dans du diffus, parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez mauvais sur la prévention. Donc, comment on participe. Et ça répond aussi à des enjeux d'aménagement du territoire, que ma voisine ne dira pas le contraire. Et aujourd'hui, en plus, une réponse qui est plébiscitée pour des publics seniors, pour avoir à participer aux Journées nationales d'habitat participatif. La plupart des projets d'habitat participatif sont portés par des publics jeunes retraités, souvent, qui ont en effet un projet se projettent, en tout cas dans le vieillissement, dans la retraite, avec d'autres projets d'habitat. Donc aujourd'hui, on veille sur différentes formes d'habitat, sachant que l'habitat participatif, pour moi, est une réponse, ça reste une réponse interstitielle. Tout le monde n'est pas en capacité de vivre dans un habitat participatif, mais par contre, ça sollicite en tout cas des réflexions en termes d'aménagement, de prévention, renforcement de la capacité d'agir, empowerment, pour utiliser le terme exact en anglais, qui est intéressant. Et si on arrive à concevoir des modèles sur ce type d'habitat-là, j'en suis sûre qu'en tout cas, on pourra, il y aura plein de formes d'habitat participatif à imaginer et à promouvoir en fonction des besoins du territoire. Merci. Pour Madame Pruvot, en tant que, je ne sais pas si le micro fonctionne. Voilà. Merci. Voilà, en tant que bailleur social, comment vous intervenez sur ces projets-là? Comment vous travaillez sur ces notions aussi de projet social? Voilà, vous intégrez. Comment intégrez-vous si la question des objets connectés? On en a beaucoup parlé ce matin, les capteurs dans les domiciles, etc. Comment vous travaillez ces sujets? Afin de définir les besoins, bien sûr que nous allons travailler avec les futurs habitants, mais aussi, bien sûr, avec les communes, les CCAS, qui sont à même d'exprimer les besoins. Le besoin pour le bailleur, nous, on a besoin de connaître effectivement le nombre de logements souhaités au regard des demandeurs d'habitat spécifique, et puis aussi quel peut être le projet en termes de salles communes, le projet en termes de typologie de logement, ou aussi quel pourrait être le projet de vie d'animation. Et du coup, ça forcément engendre des adaptations en termes d'espace. Généralement, quand on construit ce type de projet, on est plutôt sur des logements de petite typologie, type 2, maximum type 3.
avec du coup la préoccupation d'allier à la fois l'espace de vie privative, bien sûr, et l'espace de vie collective, ce qui peut du coup générer la création d'un certain nombre de salles communes qui peuvent nous être demandées, qui peuvent avoir pour objectif de recevoir les associations locales ou d'amener de l'animation. On a aussi des demandes par rapport à des buanderies, des salles de sport ou des salles permettant d'accueillir des professionnels médicaux. Donc, on doit prendre en compte toutes ces demandes pour mener à bien un projet. Dans les logements, donc plus spécifiquement, bien sûr que nous allons veiller à l'accessibilité de logements et d'être donc en correspondance avec les normes d'accessibilité. Et puis, on est aujourd'hui aussi sur des solutions innovantes, à la recherche effectivement d'apport de domotique que l'on peut proposer en option à nos futurs locataires, effectivement. Tout un panel de nouveaux services qui sont en réflexion, à la fois sur un apport en termes de veille, de sécurité, mais aussi d'équipements un peu spécifiques en lien avec le handicap. Pour revenir aussi aux espaces communs, ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est que quand on crée des espaces communs, ce sont aussi des mètres carrés supplémentaires dont il faut s'assurer d'une part d'une bonne gestion. Et puis, qui dit mètre carré dit aussi coûts supplémentaires qu'il faut aussi prendre en compte dans le montage d'opérations. C'est important aussi d'avoir un peu cette vision. Je vous remercie. Justement, quelle est la vision et l'approche de Bouygues Immobilier? Comment, notamment, vous travaillez sur ces questions de lien social, de bouquet de services pour les seniors? Oui, alors, vous abordez aussi ces questions de locaux collectifs? Oui, alors pour le sujet des locaux collectifs, dans chaque projet de résidence pour personnes âgées ou de résidence dédiée, c'est un vrai sujet parce que l'enjeu, c'est toujours quand même le financement de ces espaces-là, puisqu'on n'a pas le droit de les rentrer dans les circuits de financement du logement social notamment. C'est des locaux qu'il faut entretenir, c'est des locaux qu'il faut gérer, donc c'est un vrai sujet qu'on a systématiquement. D'où la nécessité de toujours bien calibrer aussi c'est ce que vous évoquiez, hein, bien calibrer le besoin et du coup la taille de la résidence pour avoir une réponse qui soit la plus appropriée. Pour les services, comment on travaille? En fait, Bouygues Immobilier n'intervient pas seul. Quand on fait une résidence pour personnes âgées, on le fait avec des partenaires. Et ces partenaires, on va aller les chercher en fonction du territoire sur lequel on intervient et des attentes de la ville, souvent. Voilà, la résidence qu'on a gagnée à Crolles, c'est une résidence qu'on fait avec, je vous donne cet exemple parce qu'il est concret, avec la Mutualité française de l'Isère, qui a une grosse connaissance gérontologique puisque c'est le premier gestionnaire d'EHPAD sur le département et qui souhaite travailler sur des projets de résidence pour gens autonomes. Voilà. Donc sur cette résidence de Crolles, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a quand même beaucoup échangé avec la collectivité, avec les élus pour savoir ce qu'ils avaient déjà identifié comme besoin. Et puis ensuite, on est allé à la rencontre à la fois des associations de personnes âgées de la commune. On a rencontré des personnes âgées qui pourraient être intéressées pour intégrer le bâtiment. Et puis aussi d'autres associations du secteur, parce que quand même l'idée qu'on a à travers les résidences qu'on développe, et notamment avec un partenaire comme la Mutualité française et Alpizar Habitat, c'est des souhaits qu'on a vivement, c'est vraiment de placer les personnes qui vont être dans ces résidences en acteurs aussi de la commune. Parce que l'idée, c'est que souvent, on pense ces résidences comme des endroits où on va apporter des services aux personnes âgées. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un regard sur finalement ces personnes qui ont la chance d'avoir du temps, pour le coup, et qui sont entourées d'actifs un peu zélés. On se dit que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se travailler dans l'autre sens. Voilà, donc ça, c'est un premier axe. Après, l'axe des services, forcément, avec la Mutualité française et Alpizar Habitat, on a travaillé sur les besoins fondamentaux des personnes âgées sur le quotidien. Donc, dans la résidence de Crolles, il y aura une personne 5 jours sur 7 présente pour accompagner les personnes et leur proposer des animations ponctuelles. Voilà. Animations qui pourront être gérées soit par la personne directement présente, soit en lien avec les associations de la commune. Le but est bien de créer cette interface permanente avec ce qui existe déjà sur le territoire et pas de venir créer un ovni là, qui se pose dans le secteur. Voilà. La résidence, elle proposera des activités aussi avec notamment du jardinage. On a mis en place une association qui viendra installer des potagers. Et là aussi, on se dit qu'il y aura peut-être des lieux d'échange avec les habitants du quartier. Voilà.
Voilà ce que je peux vous dire. On le fait en fonction des territoires, des personnes qui vont être dedans, et puis aussi du budget qu'on veut atteindre, parce que forcément, là aussi, on retrouve un sujet de financement, c'est qu'en fonction du niveau de service, forcément, il y a un budget mensuel qui vient augmenter la charge pour les futurs habitants. Et ça, on travaille toujours au fait que ce soit le plus modéré possible. Voilà. Quels sont les points de vigilance pour mener ce type de projet sur des communes rurales, enfin vraiment peu denses, voilà, ou en tout cas les leviers que vous pourriez identifier? Alors, il y en a un qui a déjà été évoqué sur l'habitat inclusif. Il y a quand même un vrai sujet d'emplacement, parce qu'un sujet de résidence pour personnes âgées, ça ne se met pas au milieu de la pampa, ça se met vraiment à proximité des commerces et des services. A priori, c'est quand même des gens qui ne vont pas prendre leur voiture facilement. Voilà, ça c'est le premier sujet. Et puis l'autre sujet, c'est vraiment de travailler, c'est ce que vous évoquiez, c'est de voir quelle est la résonance de ce projet-là par rapport au territoire. Parce que oui, il y a des besoins, mais effectivement, toutes les personnes âgées ne vont pas quitter leur maison pour aller dans un habitat collectif ou semi-collectif. Donc ça, c'est vraiment un autre enjeu. Et du coup, de ça découle aussi le calibrage de la résidence, parce que quand il y a trop peu de logements, le sujet des espaces communs et le sujet des services, il est encore plus prégnant, puisque ça vient quand même alourdir la charge financière de l'utilisation du bâtiment. Voilà. Et je vous remercie. Et en tant que bailleur social, vous avez aussi une approche particulière sur ces territoires ruraux et Alors, en tant qu'office départemental, nous sommes implantés aussi beaucoup sur le rural, et c'est vrai que nous sommes souvent sollicités par les communes sur des projets qui souvent se veulent plus intergénérationnels aussi, de dire comment on peut construire des bâtiments, souvent de petite taille, en correspondance avec le nombre d'habitants de la commune, et comment on peut à la fois accueillir une mixité de personnes. C'est vrai que la difficulté sur une volonté qui serait vraiment de construire sur un bâtiment strictement réservé aux personnes âgées peut poser problème, dans le sens où, pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit précédemment, il faut vraiment que le projet social soit bien établi, et qu'on puisse s'assurer quand même qu'un certain nombre de services puissent être apportés aux personnes qui ne peuvent plus se déplacer, avec la difficulté, toujours est-il, que souvent les personnes envisagent difficilement aussi de se délocaliser et de partir ailleurs. Donc on essaye de trouver des solutions qui vont plutôt correspondre à de l'habitat classique, et pas forcément ou alors après ça va être un gros travail avec les CCAS, bien sûr, sur comment on peut mener à bien ces projets. Et voilà. Alors, il y a un nouvel appel à projet qui concerne notamment les petites villes, hein, donc on n'est pas sur la rurale, mais sur le semi-urbain. Effectivement, il va y avoir possibilité de développer un certain nombre de projets. C'est un appel à projet qui est lancé très prochainement. Qui est porté par qui est porté par le gouvernement. Donc, c'est un projet d'État, hein, donc projet d'habitat pour personnes âgées sur tout ce qui est petite ville. Voilà. D'accord, très bien. Et Monsieur Jacolin, pour ces projets-là, la commune a un rôle fondamental, évidemment. Quelles sont pour vous les forces et les faiblesses de la commune sur ce type de projet? Donc, on a vu qu'il est nécessaire vraiment que vous soyez entouré de la cellule logement, du CAUE, de différents acteurs. Mais quels conseils vous donneriez aux élus, aux agents des collectivités qui nous écoutent aujourd'hui? C'est toujours le même qui fait. C'est toujours le même. Ah non, celui-là. C'est bon ? Ouais, ça marche. Eh ben, les principaux rôles que l'on a, on va dire, à remplir, ça va être de maîtriser les besoins et les attentes de nos habitants. Donc, autant les besoins de partage avec leurs limites de partage, justement, avec… les micros, ouais. Ouais, OK. Donc, maîtriser les besoins et les attentes de nos habitants, les besoins de partage avec leurs limites. Il va falloir fixer les limites de partage aussi qu'ils attendent. Les besoins de services, est-ce qu'il y a besoin de repas, de courses, de lessive, etc., etc. Leur degré d'intégration sociale, leur degré de volonté d'intégration sociale aussi, jusqu'à quel point on va jouer l'intégration. Leurs besoins de surface de logement aussi, ça va être important. Ça fait partie aussi de notre questionnaire. Donc voilà, un petit peu maîtriser tous ces besoins.
Après, notre rôle, ça va être bien sûr de les hiérarchiser parce que forcément en fonction de notre connaissance de la population, il va falloir qu'on essaye de mettre en avant ce qui est le plus important pour eux. Il va falloir aussi qu'on assure une dose de participatif, on en parlait tout à l'heure, pour essayer de conclure un projet qui soit le plus proche de leurs besoins en les faisant participer à la finalité, enfin la finalité du montage du dessin du projet, quoi, on va dire. Et puis, je vais revenir aussi rapidement là, sur les locaux communs, là où j'ai entendu parler plusieurs fois là, par rapport au financement. Donc, c'est vrai que dans notre cas, où on tient à être maître d'ouvrage, on n'aura pas forcément la même difficulté parce qu'aujourd'hui, on a une partie des habitants que l'on questionne, qui attendent donc un habitat partagé. Mais certains attendent plutôt des lieux de vie commune qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans la commune, puisque des anciennes associations qui géraient bien les clubs des anciens et tout ça, ça a disparu depuis quelques années. Donc, ils ne retrouvent pas forcément un cadre de rencontres et autres. Et donc, pour nous, ça peut être aussi l'occasion de l'ouvrir sur l'extérieur des anciens et pas avoir que des résidents qui participent justement, qui utilisent l'espace commun. Donc, on pourrait l'amortir de plusieurs façons en même temps, vu de cet angle-là, quoi. Après, les capacités et les difficultés pour nous, petites communes, les difficultés, c'est forcément l'ingénierie. On n'a pas de service technique, ou presque pas. Et puis, on a des capacités assez faibles en général, en tant qu'élu, à gérer ce genre de projet. Après, ça va être souvent en fonction du cursus des élus. Bon, moi, il se trouve que j'ai un passé bâtiment important, donc ça va nous aider. Donc, c'est vrai que c'est en fonction, ces petites communes, du cursus des élus qui ne sont pas toujours avec une vocation de constructeur. Voilà, donc voilà, ça, c'est la difficulté, ou pas pour certains, on va dire. Et vous auriez la possibilité de vous appuyer sur votre intercommunalité, mais encore faut-il qu'elle ait aussi une équipe dédiée ou l'ingénierie aussi suffisante. Mais Oui, donc nous, après, ça va être tout l'enjeu va être de savoir comment on s'entoure d'assistance maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage pour on va dire en complément de ce qu'on sait faire. Voilà, donc on a la chance, on va dire un peu à travers moi, d'avoir une connaissance très pointue de la construction, on va dire, et en général, y compris un peu l'immobilier. Donc ça veut dire que oui, l'enjeu, il est là, quoi. C'est de savoir s'entourer. Voilà. Donc après, je pense que pour nous, on aura peut-être un peu cette facilité-là parce que c'est moi, mais sur d'autres petites communes, c'est vrai que c'est un aspect assez important au niveau de la difficulté à mettre en place l'équipe justement de gestion si on veut rester maître d'ouvrage et gestionnaire du projet à 100%, quoi. Voilà. D'accord. Après, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les capacités de la commune? Bon, c'est clair. Ouais. Justement, merci. Aurélie, vous avez réalisé beaucoup de diagnostics, comme on disait, et finalement, il y a peu de passages à l'acte. Pourquoi et voilà, comment on peut aider ces communes plus ou moins petites, ces intercommunalités aussi, pourquoi pas, pour avancer? Oui, en fait, on tourne autour des deux notions dont on a déjà parlé, c'est l'ingénierie et puis les financements. Donc, on revient sur des choses assez classiques et qu'on retrouve dans d'autres types de projets d'habitat, quel que soit le public accueilli. Donc, l'ingénierie, et d'autant plus quand on est sur des projets d'habitat inclusif, on en entend parler depuis un petit moment, mais toujours au stade de concept, finalement, quelque part. Le fait de passer au propre sur le terrain, etc., on sent que c'est plus compliqué parce que du coup, une multitude d'acteurs. Le fait que l'habitat inclusif aussi peut prendre, et ça, Nourdine tout à l'heure l'a bien décrit, des formes vraiment très différentes, que ce soit en termes de statut juridique, de forme d'habitat, de forme urbaine, de taille, etc. Ce qui fait que du coup, ça rajoute en fait quelque part de la complexité. Donc, le risque, c'est de perdre un peu les gens en route. Donc, ça nécessite beaucoup de pédagogie,
sur les montages juridiques, financiers, etc. Donc, les manques, ils sont clairement, effectivement, autour de l'ingénierie. Et sur les aspects financiers, ça a déjà été dit, effectivement, nous, on s'interroge beaucoup en tant que département aussi, avec nos compétences de solidarité territoriale, etc., sur le devenir de ces petites communes rurales, parce que finalement, quand on regarde la carte du vieillissement de l'Isère, le vieillissement aujourd'hui massif, il est au sein des territoires ruraux et de montagne. Nos territoires plus jeunes qui sont situés en Nord-Isère, ça va arriver très vite aussi, parce qu'en fait, ils sont plutôt jeunes, mais c'est là où on trouve la gérotocroissance la plus élevée du département. Donc ça, c'est un peu le cadre, on va dire, le paysage. Mais sur ces territoires ruraux qui ont déjà de la peine, qui ont déjà des difficultés pour faire venir des opérateurs sociaux privés sur des petites opérations classiques, on va dire logement ordinaire, familial, etc. C'est vrai que du coup, on se questionne sur le devenir de projets sur ces territoires pour lesquels, pourtant sur des territoires où l'habitat inclusif serait la réponse parfaite finalement, parce qu'on est sur des petits projets à taille humaine, parce que de toute façon, je ne sais plus qui l'a dit, mais on n'aura pas un mouvement massif non plus de personnes âgées à domicile qui vont intégrer ces logements. C'est vraiment la complémentarité entre maintien à domicile, établissement, etc. Donc voilà, on est sur quelque chose encore de pas très défini. L'aide AVP, effectivement, amène un peu d'air sur les aspects animation, coordination, etc. Mais sur la partie investissement et projet immobilier, effectivement, il faudra voir comment les collectivités et les partenaires se saisissent du coup de cette problématique pour, si on veut que le développement de ce type de projet soit un peu plus massif que voilà, nous en Isère, là on voit que des communes de plus en plus se questionnent sur ce projet-là, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Il y a 3-4 ans, les communes n'avaient pas du tout ce réflexe-là sur ce type de projet-là. Donc ça avance dans le bon sens, j'allais dire. Mais une fois qu'on arrive sur le concret, en termes d'intention, on est tous d'accord sur l'intérêt du projet. Mais quand on commence à se pencher sur la faisabilité économique et comment tout ça va se mettre en œuvre, et ben c'est là où c'est plus compliqué. Mais voilà, après, pour un message un peu positif, on va y arriver, mais il faut certainement que les partenaires et les collectivités se saisissent, en tout cas du côté des financeurs, de cette question. Claire ? Si vous voulez ajouter aussi des choses, ces questions de modèle économique, de complémentarité entre les acteurs. Alors c'est complètement écho, parce que c'est vrai que nous, on s'intéresse en effet à ces formes d'habitat et on s'est posé la question comment nous, en tant qu'institution de retraite complémentaire GRCARCO, on pouvait soutenir ce type d'habitat. Alors aujourd'hui, sur la question du financement déjà, donc on a bien noté, c'était soulevé à plusieurs reprises et Nourdine l'a également indiqué, la question de l'ingénierie de projet, l'accompagnement des porteurs de projets. C'est bien tout d'avoir la bonne idée. Mais comment on construit ce projet-là, comment on implique les habitants, comment on implique un promoteur, on implique une collectivité. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le groupe, on essaie de se positionner en disant, si on devait soutenir, nous, au niveau de la casquette AG de la mondiale, on se positionnerait sur, en tout cas, du financement d'ingénierie, parce que tant qu'on n'a pas de projet, en tout cas, suffisamment bouclé, il n'y aura pas de permis de construire, il n'y aura pas de projet immobilier. Donc ça, c'est une réflexion sur laquelle, du coup, Bénédicte Deshabilles reviendra sur le sujet après, parce qu'on fait un appel à candidature justement pour nous qu'on puisse cofinancer un ingénierie de projet. Alors, on n'est pas sur des mouvements de masse, parce qu'aujourd'hui, on expérimente sur 2 projets en Isère. Donc, vous voyez, ça ne va pas répondre à la question, mais au moins d'essayer d'avancer, voilà, de voir qu'est-ce qui sortira du chapeau en termes de porteurs de projet et des difficultés qu'on rencontre. Donc, la question de l'ingénierie, où il y a un vrai besoin de financement. Donc là, on a toute notre place, en tout cas, à essayer de pouvoir aider ces collectifs d'habitants ou ce bailleur ou la collectivité territoriale. Ensuite, sur le plan financier, au niveau de la fédération GRCARCO, il y a des réflexions qui sont menées. Alors, en effet, je vous disais en introduction, pendant très longtemps, on a financé des EHPAD.
Aujourd'hui, on va se mettre très en retrait sur cette politique d'investissement, parce que déjà, il n'y a plus d'EHPAD nouveaux ou très peu qui vont sortir de terre sur nos territoires. Mais en tout cas, notre fédération se pose la question comment on peut soutenir, au titre de l'investissement en tout cas, ces formes d'habitat alternatifs. Donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous écrire une belle procédure, mais elle est en cours de construction elle aussi. Mais je pense que d'ici le mois de mai-juin, on devra avoir une procédure en tout cas définie sur comment notre fédération en tout cas se positionne sur ces questions d'habitat alternatif, quel niveau d'investissement on peut apporter et les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc après, le rôle longtemps, mon rôle est très modeste par rapport les cellules logement ou notamment du département, c'est essayer de mettre un peu de lien entre les différents acteurs parce qu'on a, nous, des spectres d'intervention très larges. On travaille dans le champ de la géronto, dans la cellule éco, dans l'habitat. On a des liens avec le secteur de l'aide à domicile. C'est comment aussi on peut essayer de faire faciliter des mises en lien entre différents partenaires parce que ces projets d'habitat alternatif, inclusifs, partagés, quoi, tout dépend de vocabulaire qu'on emploie, ça fédère un certain nombre d'acteurs, des spectres assez différents qui ne se connaissent pas toujours. Donc aussi, notre volonté, c'est au niveau de nos régions, en tout cas, de pouvoir faciliter des mises en lien quand on a des intérêts communs partagés sur un territoire donné. Notamment les apporteurs de nouvelles technologies, d'objets connectés. Du coup, pour revenir sur l'aspect de nouvelles techno, alors moi, j'avoue, quand on a préparé la table ronde, ce qui m'a frappé, et moi-même, je me suis rendu compte ce qu'on a préparé, c'est que aujourd'hui, on connaît quand même pas mal de porteurs de projets d'habitat partagé, participatif, inclusif. Et la notion de nouvelles technologies apparaît rarement, en fait. Très, 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 très rarement. Alors, on va pas tout faire en même temps, parce qu'on avance déjà, on apprend vachement déjà sur l'habitat participatif, mais il y aura certainement des passerelles à créer ou à réfléchir ou à mettre en place, parce que quand on est collecté, il y a déjà quand même beaucoup d'interrogations qui se posent, le modèle économique sur les espaces communs, les freins, c'est pareil, c'est le foncier, faut trouver le foncier. Donc, quand tu as une collectivité qui est participante, c'est déjà un gros frein levé. Comment on fait vivre en effet ces espaces communs? Et donc, on pourrait rajouter une brique domotique, mais bon, aujourd'hui, on va peut-être, on va essayer déjà de répondre aux deux premières questions, parce que si on rend de la domotique dans les espaces communs, il va falloir la financer aussi. Donc, comment la financer encore? Il y a d'autres questions que ça soulève. Mais en tout cas, je pense qu'en effet, il faut qu'on arrive à se mettre en tête sur les années à venir comment on peut créer quand même plus de passerelles pour quand même qu'à un moment donné, je dirais le champ de la domotique, d'intelligence artificielle rencontre aussi cette notion d'habitat participatif, que ce soit un outil en plus, en tout cas, pour favoriser le vivre ensemble. Hermine Mézel ou Carole Pruvot, vous êtes d'accord avec ces constatations? Oui, totalement. Totalement. C'est vrai que c'est pas dans la résidence de Crolles, par exemple, il n'y a pas forcément une approche de la domotique qui a été prise, qui a émergé en tout cas. Voilà. Je crois que la domotique s'arrête à l'automatisation des portes d'accès au bâtiment. Donc voilà. Par contre, tous les systèmes sont prêts. C'est-à-dire, si demain il y a de la domotique qui doit être installée, il n'y a pas de sujet pour ça. Mais c'est vrai que assez vite, on rencontre le problème du coût de la domotique qui va venir peser sur le loyer pour les futurs résidents. Et le fait que les logements ne soient pas stigmatisants, il y a aussi ça derrière, ou c'est une question financière pour l'instant? Ça reste plutôt une question financière, effectivement. Oui, donc, voilà. Mais c'est une vraie réflexion, en tout cas, sur l'ensemble de nos projets, de se dire comment on s'adapte à ces nouvelles demandes. Et voilà. Après, on doit faire effectivement des moments des choix. Donc, c'est en tout cas des sujets qui seront à développer dans les années futures, bien sûr. Est-ce que l'un de vous a envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe à la conclusion de la table ronde et aux questions-réponses? Je voudrais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, pour réchauffer un peu l'ardeur de ceux qui ont envie de monter des projets là au niveau des petites communes, c'est qu'on a quand même des retours assez intéressants sur les projets en cours. Je vois par exemple à Aoste, où ils ont 50 unités en cours de finition. Ils sont sans mettre le toit et ils ont déjà 80 clients potentiels. Chirins, ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps et je crois qu'ils sont pleins. Donc, ça veut dire que oui, aujourd'hui, on a toujours peur de faire trop grand. Bon, ça n'empêche pas qu'on va commencer petit, nous.
mais en espérant faire des tiroirs, on va dire. Donc, faire plusieurs tiroirs derrière. Mais tout ça pour ne pas prendre de risques, hein. Nous, on gère en bon père de famille en général à Saint-Blaise-du-Buis. Et c'est pour ça qu'on a une finance saine, on va dire, et qu'on arrive à se financer aussi. Mais voilà, c'est pour réchauffer un peu le climat, quoi. Bien, c'est une note positive, mais ouais, Aurélie. Pour rebondir sur la complémentarité, c'est aussi qui est absolument nécessaire entre les acteurs et qui n'est pas forcément naturel sur ce type de projet. C'est ça, en fait. On est tous d'accord pour dire qu'il faut travailler ensemble, mais quand on voit que les métiers de l'autonomie médico-sociale et les métiers du logement, c'est des acteurs qui se croisent rarement. Donc, c'est aussi une opportunité pour instaurer des liens qui n'existaient pas jusqu'alors. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait repéré cette faille très rapidement, même au sein du département, entre nos directions, notre direction du logement, par exemple, et avec notre direction de l'autonomie, où on a un gros enjeu de coordination déjà en interne du département pour pouvoir apporter une réponse unique quelque part, et justement pas en silo, parce que du coup, c'est compliqué aussi en face pour les acteurs. Voilà, c'était juste un petit complément. Et oui, d'ailleurs, vous le faites très bien puisque vous nous sollicitez, enfin, direction autonomie, vous nous sollicitez régulièrement. L'information réciproque, déjà, ça part de là. C'est ça, ouais, tout à fait. Alors, si on devait un peu récapituler les leviers pour que ces projets aboutissent, voilà ce que j'ai repéré, mais vous compléterez. Donc, déjà, l'implication forte de la collectivité, déjà, ça paraît être un incontournable. La nécessité vraiment de s'entourer de professionnels, hein, justement pour qu'il y ait ces passerelles et pour qu'on fasse du décloisonnement, parce qu'on parle beaucoup de décloisonnement dans tous les domaines, hein, mais voilà, là aussi, il est nécessaire de le faire. Peut-être de commencer petit, la logique des petits pas. On commence petit, après on continue, on fait les tiroirs, c'est ça. Voilà. Peut-être déjà pour sauvegarder les finances aussi locales. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Trouver les sous, hein, c'est toujours pareil. Des sous pour financer ces projets-là. Veiller à la question de l'implantation de ces projets au cœur des bourgs, hein, que ça soit pas excentré, qu'il y ait un maximum de services, les CCAS, les EHPAD, enfin voilà, tout ce qui existe déjà. On n'a pas parlé vraiment du sanitaire, mais les maisons de santé aussi pluriprofessionnelles, enfin tout ce volet-là quand même qu'il faut pas oublier. Et puis la bonne volonté et tout ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces leviers ? Pour aller dans le sens de M. Jacolin, pour avoir participé aux Journées nationales de l'habitat participatif, quand on écoute les porteurs de projets, on n'a qu'une envie en sortant, c'est de trouver quoi. Donc, c'est des projets joyeux, c'est des projets vraiment intéressants, qui mobilisent beaucoup les publics. Donc, en tout cas, là, on a parlé de beaucoup de freins, parce que c'est des questions qu'on se pose quand on accompagne des projets, mais je rejoins que quand on rencontre des collectifs d'habitants qui travaillent sur ces thématiques-là, qui ont ouvert leur maison, on n'a qu'une envie en sortant, c'est d'y aller. Hein. Voilà, je confirme que c'est quand même des beaux projets de territoire et des beaux projets sur la question du vivre ensemble qui sont beaux à soutenir, en tout cas. Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, il va peut-être y avoir des questions pour vous. On peut démarrer par les questions de la salle. Du coup, on prend un des deux micros. Merci. Il y a une question. Alors, vous avez parlé des besoins de financement pour l'ingénierie. Il y a un autre besoin de financement très important, d'autant plus que vous avez précisé que c'était important d'avoir un projet de vie partagé. Et la vie partagée, ça ne s'improvise pas juste au moment du démarrage de l'habitation. Ça démarre 6 mois avant en faisant participer tous les habitants. Et là, il n'y a pas de financement. Alors, est-ce que le département pourrait rallonger un petit peu les allocations de vie partagée aux candidats à cette vie partagée, ou où trouver ces financements-là? Ça va être très compliqué pour moi parce que c'est pas ma direction qui tient les cordons de la bourse. Nordine, peut-être. Alors, justement, on a posé la question parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui existe.
Et on nous a déjà posé la question. C'est pour ça que je vous ai demandé quelle structure vous représentiez, parce que vous n'êtes pas la seule structure qui. Et on a identifié, d'ailleurs, entre parenthèses, sans pour autant que les structures nous sollicitent, on a identifié ce besoin. Et tout à l'heure, je me faisais la même réflexion quand on parlait d'ingénierie. Il y a l'ingénierie par rapport au projet en lui-même, et puis il y a l'ingénierie par rapport au projet de vie sociale et partagée. Et d'ailleurs, je pourrais redonner la main à ma collègue de la G2R mondiale, parce qu'effectivement, l'appel à projet dont il parle, où malheureusement il n'y aura que 2, mais c'est un très bon début. Et puis c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et ensuite les océans, j'ai envie de dire, c'est que à partir de 2, on pourrait effectivement imaginer de plus gros appels à projets. Et c'est l'objectif de leur appel à projet, c'est justement de financer l'ingénierie pour justement que les habitants, les futurs habitants des projets qui seraient sélectionnés puissent travailler en amont, bien en amont, pour construire leur projet de vie sociale et partagée. Mais en tout cas, nous, au niveau du département, on a conscience du problème. Et justement, malheureusement, je ne peux pas vous apporter une réponse maintenant, mais on se pose la question et on va y réfléchir et on va trouver une solution. On abordera le sujet de l'appel à projet dans un deuxième temps. Donc, il faut rester pour avoir l'information jusqu'au bout. Oui. Esther Bossard, ergothérapeute, je voudrais juste apporter un témoignage et une petite question. J'ai rencontré une personne dans mon cadre de mon travail qui était complètement déstructurée et qui a intégré Sheerance et qui est vraiment heureuse. Ça se passe super bien pour elle. La fille, elle revit. Le seul problème, c'est qu'elle avait besoin d'une géolocalisation parce qu'elle aime bien se promener. Et la deuxième question, c'est la vie culturelle. Cette personne habitait plutôt du côté de Saint-Égrève, me semble-t-il, et elle aimait bien aller au cinéma, elle aimait bien aller dans les musées. Alors, je lui ai proposé de sortir plus. Mais voilà, il y a aussi une forme d'animation extérieure qui pourrait être intéressante à intégrer. Merci. Oui, alors on parle d'habitat participatif. Et en fait, pour moi, ça va au-delà, en fait. C'est accueillir la participation, c'est apporter des services, c'est partager, c'est offrir ces possibilités aussi. Et du coup, il y a évidemment le retour. Il y a les personnes âgées qui demandent un service à qui on peut apporter, mais il y a le service que les personnes âgées peuvent apporter aussi. Et pour moi, c'est une évidence et ça ne doit pas être dissocié. En fait, du coup, les personnes âgées, on mélange tous les acteurs. Il ne faut pas imaginer une maison de retraite à petite échelle. Oui, c'est bien, mais je pense qu'il faut imaginer le retour que ces personnes peuvent faire, et notamment, justement, pour un peu contredire le fait qu'il faut que la structure soit faite à proximité des commerces, on peut imaginer le lieu comme un centre d'activité. Et du coup, on attire dans ces maisons l'activité du village. Le village, ça devient un pôle d'activité, en fait. Du coup, une évidence des apports, des capacités de chacun. Et enfin, voilà, il y a une interaction évidente entre toutes les générations. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de l'accueil, du service apporté à la personne. C'est vraiment un service à double échelle, en fait. Je crois que ce n'est pas du tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais il y a un véritable problème pour le maintien des personnes à domicile ou en habitat partagé, qui est les ressources humaines. Aujourd'hui, on ne trouve pas de femmes de ménage, on ne trouve pas d'auxiliaires de vie, on ne trouve pas d'aide-soignante, on ne trouve pas d'infirmières sur le bassin de Grenoble. Ma mère est tombée début septembre, elle est retombée le lendemain, pas assez pour être hospitalisée, donc elle est restée chez elle. J'ai mis un lit médicalisé parce qu'elle était grabataire. Je n'ai pu trouver personne pour venir l'aider. Donc, c'est ma femme et moi qui avons fait la nourriture à la petite cuillère, les soins les plus intimes pendant 7 semaines. Le médecin n'est pas arrivé à la faire hospitaliser quand il l'a demandé parce que tous les services de gériatrie étaient remplis. Heureusement, j'ai pu trouver une solution à la faire hospitaliser en clinique. Le diagnostic a été rapide. Elle ne reviendra jamais chez elle. Il faut la mettre en EHPAD. J'ai consulté 21 EHPAD dans la région grenobloise. 0 réponse pour prendre ma mère. Heureusement, le médecin-chef m'a dit, mais consultez également dans le Rhône où j'ai une sœur. J'ai consulté 4 EHPAD autour de là où habite ma sœur.
J'ai eu une réponse totale sur 25 EHPAD consultés, une réponse. Voilà la situation du personnel. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez moi personnellement, mais donc je vais malgré tout. Non, 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 je vous en prie. Ceci dit, mais c'est tout à fait le sujet, pardonnez-moi, vous dites que ce n'est pas le sujet, mais justement, le sujet, c'est de diversifier les solutions. Non pas de, comment dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la filière, l'attractivité, la reconnaissance des métiers, ça c'est un vrai sujet. Mais là, on est vraiment sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul schéma. Et il y en a plusieurs. Et c'est bien l'objet de cette approche, c'est de dire, ce matin, on a vu un peu le schéma qui était sous-jacent sur l'intelligence artificielle. C'est, moi, ce qui me fait réagir, c'est que ce matin, on a raisonné personne seul. Voilà, les capteurs, les systèmes de détection, etc. Là, on raisonne en collectif. Et donc, les deux ne s'opposent pas, les deux sont complètement complémentaires. D'ailleurs, quand on raisonne plutôt personne seule en intelligence artificielle, pourquoi on ne raisonnerait pas aussi collectif en intelligence artificielle? Ce qu'on n'a pas du tout abordé ce matin. C'est un peu dommage. Enfin, je veux dire, c'est un axe de travail sur lequel on pourrait continuer. Là, on est sur une diversification qui doit répondre notamment, malgré tout, au fait qu'on sera plus nombreux, que c'est difficile aujourd'hui, il y a moins d'EHPAD. Donc, la question que vous posez, elle risque d'être encore plus prégnante de plus en plus demain si on n'est pas en capacité d'encourager des projets de ce type. Moi, j'avais une question. Justement, on parle une nouvelle offre finalement de services pour les personnes. Mais est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots à qui vraiment ça s'adresse? C'est-à-dire demain, qui on orienterait vers de l'habitat partagé inclusif plutôt que vers une résidence senior, une résidence autonomie, voilà. En quelques mots, est-ce que vous pouvez définir un peu le type de personnes qu'on pourrait orienter vers ce dispositif? Est-ce qu'on a assez de recul pour avoir du profil, pour avoir des profils? Ouais. À mon sens, justement, on ne doit pas avoir ce type de démarche sur l'habitat inclusif. On peut pas mettre, on n'a pas un profil déterminé. Un habitat inclusif peut accueillir des personnes dépendantes comme des personnes totalement autonomes. Alors, on va le dire autrement. On va le dire autrement. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on raisonne, effectivement. C'est plutôt de dire, finalement, quel est votre retour de terrain de l'appétence des personnes retraitées à aller vers ce type de projet. Qu'on soit en rural ou pas, qu'est-ce que vous constatez sur l'envie, l'intérêt, de qui et pour faire quoi? Voilà. Parlez-nous un petit peu des envies des personnes qui sont susceptibles d'être concernées par cet habitat partagé. C'est qui et qu'est-ce qu'elles veulent? Alors, moi, je vais juste me faire porte-parole des témoignages qu'on a pu voir, puis mon Bénédicte, si jamais tu veux compléter. Moi, sur les rencontres nationales d'habitat participatif, on a eu beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on j'en ai retenu, alors, je n'ai pas vu tous les porteurs de projets, donc c'est qu'un prisme. Hein. On a vu souvent des jeunes retraités, en tout cas, jeunes ou moins jeunes, ou qui allaient se projeter à la retraite. Souvent qui ont aidé souvent leurs parents en fait, qui ont aidé leurs parents en effet vraiment en secteur rural, isolé, pas de service, une grande maison, des problèmes d'aménagement de la maison. Et je pense que là, aujourd'hui on arrive à un point, est-ce que la génération d'avant des dents s'est trouvée dans cette situation et disent moi je vais envisager mon mode de vie différemment. Donc, pour moi, on voit beaucoup de jeunes retraités ou des gens qui ont 55 ans et plus, il n'y a plus d'enfants. Moi, j'ai encore envie d'être active. Je ne vais pas avoir une grande maison avec un grand jardin, ça va être fatigant et à long terme, c'est pas viable. Donc, comment je me projette sur du vivre ensemble? Et généralement, beaucoup de projets d'habitat participatif sont pas forcément portés par des. Alors, on a toujours l'idée des cadres supérieurs, voilà, qui ont une idée un peu communautaire. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés qui ont témoigné, alors il y en a. Mais il y a aussi beaucoup en fait de retraités qui se sont dit mais moi vivre ensemble et rentrer dans la cité et je vais pas me retrouver à l'écart parce que je vais arrêter de travailler était assez prégnant. Après moi ils n'ont pas annoncé quel CSP ils étaient, mais en tout cas c'est quelque chose que je trouve assez prégnant. Assez prégnant. Et ensuite, c'était des gens avec de toutes, par exemple, si on va voir Chamarel, qui est la première coopérative d'habitants, alors âgée, alors il n'y a pas d'intergénérationnel sur Vaux-en-Velin. C'est vraiment un engagement aussi politique, c'est une vision de comment on se voit vivre dans la société et vieillir dans la société. Il y a aussi il peut y avoir des côtés des fois très militants. Alors, ce militantisme, il a différents degrés en fonction des projets, de la nature du projet, de son secteur d'implantation. Mais il y a des projets aussi qui sont très, très militants, qui sont d'ailleurs aussi qui sont chouettes aussi à approcher. Mais on n'a pas beaucoup de futurs retraités. Ce qui pose aussi du coup la question, je me permets de rebondir sur, entre guillemets, la pérennité d'un projet collectif. Là, à l'instant T, tout va bien, parfait.
on met en commun. Est-ce qu'on a un petit peu des visions sur ce côté, dans 10 ans, dans 15 ans, on est parti sur un projet social collectif. Qu'en est-il, à terme? Alors, le premier habitat participatif, il me semble, puis après je passerai mes collègues, je crois que c'était Village Vertical à Villeurbanne. Donc, il n'y a pas de public âgé, hein, c'est vraiment des actifs. Bah, il s'aperçoit finalement qu'il y a pas mal de turnover au final. Donc, on est quand même sur un public d'actifs, hein. Donc, c'est peut-être des questions de mobilité professionnelle, hein, qui se lient, mais en effet, il y a beaucoup de turnover. Et c'est vraiment la question que posait en tout cas la personne qui présentait le projet du village vertical à Villeurbanne, c'est qu'au bout de 8 ou 9 ans, ben voilà, faut arriver à faire tourner, parce qu'il y a des périodes d'essoufflement. Donc comment alors du coup d'avoir un soutien, hein, sur du département en tout cas sur des temps d'animation ou quelqu'un qui soit un peu référent pour être assurer un certain notion du vivre ensemble, je pense que c'est indispensable. Parce que alors je crois que c'est même une coopérative, hein, sur le village vertical, je suis pas sûre. Mais en effet, ça prend beaucoup de temps, quoi. La coopérative d'habitants, ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie. Ça fait partie intégrante de sa vie au quotidien. On a peu de recul sur le vieillissement, donc le fait d'avoir un coup de pouce sur un temps d'animation présent, ça me semble a priori, je pense, sur le long terme indispensable. Parce qu'il se peut qu'au bout de 2-3 ans, une fois que le bâtiment a poussé, qu'on a chacun intégré son chacun chez soi, qu'il y ait peut-être des formes d'essoufflement. Donc je pense qu'un accompagnement sur le long terme, à mon avis, est nécessaire en effet. Moi, je pense qu'il y a quand même 2 notions, habitat inclusif, habitat participatif au sens pur, du terme. Nous, on travaille, pour les collectivités. Donc on est en 2e ligne. On n'a pas les personnes âgées, potentiels, futurs habitants, du projet, en face de nous. Il y a quand même des degrés aussi dans la participation des habitants dans ce type de projet. Parce qu'il y a des habitats participatifs avec un point de départ qui est le collectif d'habitants, etc., qui vont participer à toutes les étapes du projet, etc. Et puis, il y a aussi habitat inclusif, parce que c'est vrai que les 2 notions sont assez proches, mais avec des différences quand même. Et sur les habitats inclusifs, nous, qu'on voit plutôt porter avec un volontarisme de la commune de proposer un projet à ses habitants, à taille humaine, etc., on n'est pas tout à fait sur la même notion de participation. C'est-à-dire que c'est plutôt la commune qui va impulser un projet et ensuite associer ses habitants. Mais du coup, on n'est pas tout à fait sur le même concept que l'habitat participatif au sens pur du terme. Et du coup, je pense qu'il faut amener cette précision parce que, en tout cas, nous, dans les communes qu'on accompagne, on est plutôt sur cette vision-là, une collectivité qui prend les choses en main et qui veut proposer une offre d'habitat adaptée pour sa population âgée et qui, du coup, va ensuite les intégrer à des degrés divers dans le projet et selon comment elle voit les choses aussi. Parce que c'est vrai que les besoins peuvent être très différents d'un territoire à l'autre. Quand on a une population de locataires HLM avec des revenus modestes, etc., l'habitat inclusif, il va être conçu de telle façon pour répondre à ces besoins. Quand on est sur un territoire où la population âgée est très aisée, avec des grandes maisons, des grands jardins, etc., enfin voilà, il y a quand même tout ça à remettre en perspective, je pense, et ça. Enfin voilà, je pense qu'il y a une notion aussi de définition là derrière à comprendre. Y a-t-il des questions? Une question à distance, oui. Oui, alors à distance, il y a une question et une série d'échanges que je vous synthétiserai. La première, alors je vais peut-être vous l'afficher, c'est comment vous vous assurez de la capacité de la personne à vivre de façon sécurisée, la plus autonome possible, en habitat inclusif. Ça rejoint un peu la question d'Esther tout à l'heure, un peu plus concrète peut-être. Ça rejoint un peu la question de la domotique aussi éventuellement. Un habitat inclusif, c'est un logement ordinaire. On n'est pas dans le cadre d'un établissement, on est vraiment sur du logement ordinaire. Là, c'est au sens finalement, en quoi est-ce que le collectif est-il un contributeur à une vigilance éventuellement, enfin je le reformule, hein, sur la sécurité? En quoi est-ce que le collectif va venir, comment dirais-je, faire encore plus de prévention auprès des personnes qui auraient des fragilités? Donc c'est un habitat ordinaire, mais c'est le collectif, il est là en booster entre Voilà, guillemets après c'est des les thèmes de phénomènes vigilance. d'entraide, Voilà. du Tout à fait, voisinage, tout à fait. etc.
Donc, je pense que la réponse, en fait, n'est pas générique, mais elle doit dépendre de chaque projet. On revient sur ce que tu disais, ça dépend de chaque territoire et de chaque projet social dans les différentes initiatives. Et alors, la série d'échanges derrière, on souhaitait porter à votre connaissance les habitats partagés du Morbihan pour des personnes avec troubles cognitifs. Donc, ils se demandaient si vous connaissiez. Apparemment, c'est utilisé par la commune de Saint-Martin-d'Uriage, par exemple. Voilà, et puis d'autres types de type vivre-vigne aussi, qui existent depuis un certain nombre d'années. C'était juste des remarques. Merci. Il y avait des questions. Oui, d'abord, monsieur. Où est le micro? Le deuxième micro, c'est Julie. Gardez-le pour répondre. Juste une question rapide. Bon, on voit bien que c'est un projet. Quand on vous regarde, on voit bien que c'est pas simple comme projet. Intuitivement, je me dis que c'est peut-être une chance formidable pour les communes de recréer quelque chose, enfin par rapport à ce que vous avez dit, que j'ai trouvé très juste, quelque chose d'attractif. Parce qu'on aura beau mettre l'habitat là où il y a de la vie, si la vie disparaît dans le village petit à petit, l'habitat va se retrouver sans vie. Donc il y a un enjeu qui me paraît énorme. La seule chose qui m'a un peu choqué, je le comprends 1000 fois par rapport à termes de coût, je pense que quand on regarde même des résidences seniors, je sais c'est pas la même chose. Ce qui se passe 10, 15, 20 ans après, c'est que la population de la résidence s'est énormément aggravée en termes d'autonomie. Les gens ont vieilli. D'ailleurs, ça fait un problème pour les patrons de ces résidences parce que du coup, c'est moins attractif que le projet de départ. Donc, je trouve assez dommage de ne pas plus anticiper dans l'habitat la perte de mobilité, d'autonomie à venir en termes de GIR qui vont baisser, en termes de sujets sur les téléconsultations médicales, sur des maisons de santé proches, enfin, que vraiment on ne se cache pas trop les yeux. Quand on regarde au Canada, il y a des expériences assez intéressantes, qu'on ne se cache pas trop les yeux sur le fait que la population va vieillir dans ces établissements-là et que c'est aussi pour ça, quelque part, entre guillemets, que les gens étaient venus 20 ans avant. Est-ce que vous, par exemple, dans l'aspect commune, je sais que le département, c'est une ambition, je vais le dire plus positivement, c'est une façon pour vous en tant que commune de faire vivre cette commune de façon un petit peu plus forte, de créer de l'attractivité. Et comment vous gérez ça vis-à-vis de vos administrés? Qu'en pensent les jeunes, les jeunes usagers? Comment c'est perçu de façon globale dans la commune? Bon, alors, il marche ou pas? C'est bon. Donc, tout d'abord, je n'ai pas toutes les réponses puisque en fait, le questionnaire qu'on fait, il est pas fini. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est plus une attente de vivre ensemble de la plupart des gens qui vont répondre favorablement. On en a quand même 50% aujourd'hui qui répondent favorablement à ce type de projet. C'est plus le vivre ensemble. Et justement, on va justement regrouper dans votre sens, c'est-à-dire de regrouper une vie qui existe vers un centre là qui est très proche du centre du village par rapport à ces gens qui sont chez nous dans notre village, dans des grandes maisons propriétaires et qui du coup ils poussent jusqu'au bout parce qu'ils sont chez eux et puis du coup voilà, c'est un peu pour répondre à ce genre d'attente aussi qu'on fait ça nous. Et en essayant de leur proposer quelque chose sur place parce que c'est des gens qui sont quand même assez ancrés dans le terroir. Donc, ils ont du mal à bouger. Ils sont nés là et généralement, voilà. Nous, aujourd'hui, la population de Sablesse-du-Buis, pour les anciens, c'est souvent des anciens du village. Aujourd'hui, il y a une population jeune où il y a beaucoup de, entre parenthèses, nouveaux habitants qui sont là depuis 5, 10, 15 ans, mais qui ne sont pas nés au village. Et ils n'ont pas la même réflexion. Nos anciens, aujourd'hui, sont nés au village presque, enfin, en partie. Voilà, en partie. Et aujourd'hui, ils ont besoin de ce genre de service-là pour continuer à vivre au village, on va dire. Et sinon, ils vont rester dans leur maison le plus longtemps possible et puis ils n'ont plus de vie sociale. Vous vouliez prendre la parole? Sur l'autre aspect de votre question par rapport à l'anticipation du vieillissement et de la perte d'autonomie, pour le coup, ce n'est pas une question qui est absente des réflexions qu'on mène naturellement. Notamment, je reprends l'exemple de Crawl, le fait de travailler notamment avec un partenaire qui connaît bien les questions du grand âge, ça permet d'anticiper dès la conception des sujets qui permettent alors forcément l'adaptation du logement si besoin, et puis le bâtiment est prêt à accueillir des personnes qui seraient en perte d'autonomie.
d'une part. D'autre part, l'intérêt aussi d'avoir un partenaire comme celui qu'on a, c'est qu'il a aussi un réseau d'EHPAD à proximité et que du coup, il peut y avoir des passerelles qui sont créées par l'animateur présent sur site et les médecins de l'EHPAD ou voilà, si besoin, voire un transfert vers l'établissement si la situation de la personne se dégrade vraiment. Enfin, du coup, c'est en fait la logique de mise en réseau, on la retrouve à tous les niveaux dans ces projets-là. Je trouve que c'est des super exemples de ce que vous disiez, de décloisonnement nécessaire et indispensable pour qu'on trouve les solutions les plus adaptées. Aurélie, oui. Aurélie? Et pour compléter, peut-être que oui, on l'a peut-être pas mis beaucoup en avant, mais sur les analyses qu'on produit, les analyses statistiques pour les communes, justement, tout le volet offre de santé, offre médicale, offre en SAD, service à domicile et l'offre gérontologique, ça prend une grosse part, une grosse place dans les études. Et justement, souvent dans les réserves, si on a des réserves à émettre à la fin de cette analyse, elles portent souvent sur ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment vigilant. Même on a des fois des projets qui sont parfaits en tout point, mais sauf qu'il y a un médecin qui va prendre sa retraite dans 2 ans, que la commune n'a pas forcément travaillé encore un projet de santé, qu'il y a quasiment pas d'offre paramédicale à proximité, et cetera. Donc ça, c'est des grosses réserves qu'on amène en tant que département, du coup, sur ce type de projet, parce qu'effectivement, il faut penser, pas dans l'immédiateté, mais à 5, 10, 15 ans, voilà. Merci. Oui. Après, je vous en prie. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, vous accompagnez aussi des projets d'habitat inclusif pour des personnes en situation de handicap? Si oui, est-ce que vous pouvez les décrire et sinon, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Merci. Oui, alors du coup, il se trouve qu'on débute sur un projet qu'on a initié à Grenoble, sur la presqu'île, pas très loin d'ici, où donc là, c'est pour le coup une logique qu'on a eue, c'est vraiment la serendipité là. En fait, il se trouve que sur une opération classique de logement qu'on a menée, on a eu plusieurs réservataires en situation de handicap, dont Carla, qui est ici présente. Et du coup, pour des raisons de vie de projet, on a été amené à désister tous nos réservataires et à changer le mode opératoire de ce projet-là. Donc, en tant que directrice, j'ai reçu tous les gens qui avaient réservé dans notre bâtiment et je leur ai exposé le fait qu'on n'allait pas pouvoir donner suite. Et Carla et 2 de ses amis qui avaient réservé dans ce bâtiment m'ont dit, «On est extrêmement déçus parce qu'en fait, nous, pour une fois, c'était quelque chose qui allait nous permettre d'avoir une vie normale». En tout cas, la plus normale possible. Et en fait, j'ai été hyper interpellée parce que nous, on est promoteurs immobiliers, on construit des logements toute la journée et on fait des logements dits PMR. Donc, je lui ai dit: d'accord, en fait, je suis étonnée de ce que vous me dites parce que qu'est-ce qui fait que ça marche pas, en fait?» Et donc, on m'a exprimé quelques besoins et du coup, je me suis dit: «Finalement, rien n'empêche, de faire ce type de projet». Donc, on a échangé avec l'aménageur et qui nous a identifié un terrain sur la presqu'île qui a l'intérêt, d'être à proximité des transports en commun, notamment le tramway, puisque pour des personnes, notamment en fauteuil, c'est très important de se déplacer en transport en commun et en tramway plutôt qu'en bus, parce que c'est beaucoup plus stable et confortable, au quotidien. Sur la presqu'île, les trottoirs sont très larges, donc c'est assez intéressant aussi et il y a une offre de commerce maintenant qui est assez intéressante. Qui plus est, les personnes avec lesquelles on avait échangé sont toutes des jeunes personnes qui vont être en situation de rechercher un emploi et du coup, la presqu'île est quand même un super endroit pour potentiellement avoir son emploi près de chez soi. Donc, c'est un projet qu'on a initié avec la ville de Grenoble et l'aménageur qui est la SEM Innova Sagesse. Et du coup, on a travaillé dans le cadre d'une démarche d'intelligence collective où, autour de la table, pour définir le cahier des charges de la résidence, nous, on est parti en tant que non-sachant sur le handicap, peut-être en sachant sur l'immobilier, mais pas sur le handicap. Donc, on a travaillé avec des futurs usagers, des accompagnants de ces personnes-là, et puis tout un tas de sachants en immobilier, ou plus l'architecte, etc. On a défini le cahier des charges ensemble, et aujourd'hui, ce projet, il en est au stade du montage du permis de construire. Voilà, donc c'est une opération qu'on espère livrer dans 2 ans. Voilà. Donc, c'est pas incompatible. Non. Pour compléter, c'est vrai que
on ne souhaite pas dissocier effectivement la problématique de la population vieillissante et puis aussi le handicap. Et on essaye en tant que bailleur de répondre à toutes les sollicitations, notamment sur des projets neufs plus classiques ou si nous sommes saisis très en amont de demandes spécifiques, souvent par le biais d'associations, nous mettons tout en œuvre en lien avec le promoteur si nous sommes sur une VFA ou directement en maîtrise d'ouvrage direct pour correspondre à une demande spécifique en lien avec un handicap et proposer un logement qui correspondrait à tous les usages de la personne pour effectivement répondre favorablement. Voilà, donc on n'exclut pas effectivement de s'investir sur toutes ces situations, mais on sait bien que souvent il faut avoir vraiment affiné la demande, hein. C'est pas simplement dire on a un logement adapté, mais c'est dire quel est le besoin, comment on le définit et comment on travaille ensemble pour que ce logement corresponde vraiment à cette demande spécifique. Merci. Peut-être éventuellement une dernière question et on s'arrête, parce qu'il y avait plusieurs doigts levés. Toujours le cas. Dernière, hein. Après, je vous interdis. Moi, c'était pas tout le temps une question, c'était, je crois qu'il faut vraiment jamais oublier que ces petites maisons pourront apporter une solution à la solitude, en fait. On n'a pas parlé de solitude, en fait, et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment à apporter à la personne qui vieillit. Et puis aussi, du coup, pour sortir de cette solitude, eh ben, c'est se sentir utile, du coup, apporter un service, elle aussi, aux autres personnes, aux personnes plus jeunes et tout ça. Et du coup, aussi dans un habitat participatif, moi j'imagine très bien que c'est chacun amène son accueil à l'autre et du coup on peut accueillir la personne le plus longtemps possible en faisant venir les services à domicile, en étant plusieurs à partager la vie de l'autre par les milieux. Enfin, voilà, on peut imaginer accueillir la personne jusqu'au bout. Enfin, pour moi, c'est presque une évidence, en fait. On va s'arrêter là, 5 minutes.